Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, bonjour à toutes et à tous. Jeudi 6 avril, gouvernement et syndicats, l'impasse, comment en sortir, 11e journée de mobilisation et puis ce sondage, on a déjà évoqué hier avec Frédéric Dabi les chiffres, les scores assez impressionnants que ferait Marine Le Pen s'il y avait une nouvelle élection, et on en parle avec vous dans un instant avec Christine Bouillot. Bonjour Christine, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse. Bonjour à vous. François Valérie, Calfon, membre du bureau national du PS, vous avez été député. Michel Souder, rédacteur en chef adjoint à Politis. Bonjour. Et Pascal Bataille, animateur, producteur et chef d'entreprise. Bonjour. Bonjour à vous. On commence notre tour de table avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Et Christine Bouillot, on commence avec vous. C'est du sport. Oui, c'est du sport parce que simplement c'est une petite décision qui en dit long effectivement sur le retard qu'avait pris l'équipe de France de foot féminin. Changement à la tête de cette équipe de France pour préparer l'Euro, tout ça dans une crise de gouvernance qu'on va pas résumer ici, on le sait très bien. La fédération a nommé Hervé Renard, grande gueule et grand professionnel du football, mais surtout il a lâché cette petite décision qui en dit long sur le retard qu'avaient prise les instances du sport français. C'est de permettre à une des joueuses de l'équipe de France de venir avec son bébé de 9 mois à Clairefontaine pour faire un stage de préparation de l'équipe de France en disant la France est très en retard et il faut que nos installations, que nos organisations se mettent au diapason. Voilà, ça a l'air de rien cette petite décision, mais ça en dit beaucoup et très long sur ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent, et notamment je m'étonne effectivement que l'ancienne sélectionneuse Corinne Diacre n'ait pas pensé que des joueuses pouvaient être à la fois mères de famille et avoir besoin d'avoir leurs enfants à côté d'eux parce qu'elles sont professionnelles, donc c'est un boulot comme un autre, et quand on va au boulot on peut effectivement penser qu'il y a parfois des crèches et des nounous pour s'occuper des enfants, mais voilà, donc le foot féminin se met au diapason de la société. Voilà, c'est déjà un grand pas, et ça apaise aussi les tensions autour de cette équipe. Voilà, c'est une parenthèse, mais c'est quand même important. Non, mais c'est un fait. Parce qu'on se souvient de la décision. Sexiste, moi, je trouve. Oui, un peu. Pourquoi ? C'est hyper sexiste. Pourquoi on fait pas la même chose pour l'équipe de France de football masculine? Pourquoi ils n'ont pas le droit d'amener leurs enfants parce qu'ils n'ont pas posé la question, ils ont leur femme qui s'en occupe visiblement. Et ça c'est pas sexiste, donc c'est la femme qui doit s'occuper de l'enfant dans le. Non, mais peut-être qu'à 9 mois elle allait son enfant. En pratique, quand on voit le virilisme qu'il y a dans les, et c'est pourtant moi qui le dis, que je suis pas un néo-féministe, dans les équipes de foot et le type de répartition des tâches dans le monde du football professionnel. Je suis d'accord avec toi. On les voit pas trop s'occuper des enfants. Ils s'occupent beaucoup de très jeunes femmes influenceuses, assez peu des enfants. Mais ce qui vrai, se passait, Pascal, c'est que les jeunes femmes, les joueuses, les athlètes, notamment Clarisse, la judokate par exemple, Clarisse Abganegnou qui a eu un bébé également, c'est que du coup ça les sortait du circuit, elles ne venaient pas. Oui, la différence c'est ça. Voilà. Mais je défends ma cause. Mais je comprends un petit peu ce que dit Pascal. Dans un autre domaine, il m'est arrivé de travailler pour des médecins, pour des associations de femmes médecins, et il y a toujours la revendication de la femme mère qui vient là, et ça m'a toujours un petit peu gêné, c'est-à-dire de dire on veut la même chose, mais en même temps on met en avant la féminité, les enfants, etc. C'est difficile à expliquer. Je trouve la solution proposée par Hervé Renard excellente. Je ne la conteste pas. Je dis. Mais proposons aux hommes de s'occuper des enfants aussi. Je trouve que ça devrait être réciproque et que mais il a raison dans tous les sports. Mais c'est vrai que je fais de la provoque. Il a raison, François Calfon. C'est dans la réalité, c'est pas ce qui se passe. On continue. Michel Soudet, vous, c'est un coup de gueule. Oui, un coup de gueule sur ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, avec le sort réservé par une coalition allant des Macroniens au Rassemblement national à une pétition, la pétition pour la dissolution de la brigade de répression de l'action violente motorisée. Cette pétition lancée le 23 mars, en 13 jours, a réuni 263 887 signatures. Je signale que ces signatures, pour qu'elles soient valides, nécessitent de bien s'identifier, notamment avec le dispositif France Connect sur le site de l'Assemblée nationale. Et
Voilà, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait que soit dissoute cette stratégie d'intervention, hein, parce que c'est pas véritablement donc qu'on mette fin à cette stratégie créée par le préfet allemand en 2019 lors du mouvement des Gilets jaunes et composée de policiers de brigades, de compagnies d'intervention déplacés par des motocyclistes qu'on voit dans les manifestations, notamment avec leur tenue noire, leur casque de moto, et régulièrement mis en cause dans des affaires de violences policières. D'ailleurs, ces violences policières, hein, comme journaliste... C'est pas ce que disait le préfet de police avant-hier. Hein, il a dit qu'il y avait eu très peu de cas. Enfin, il a demandé qu'on lui amène les preuves de ces agressions. Les preuves, Valérie, non, mais je vous dis à Politis, nous en avons amené. Ouais. C'est-à-dire que sur différents faits... qu'on voyait sur des vidéos, on a été capable d'identifier quelle était la compagnie. Bien souvent, c'était la CI12. Et cette CI12, on a identifié jusqu'au nom même du policier qui frappait un SDF dans la rue d'un gros coup de poing qui l'envoyait KO au tapis, par exemple. Alors, le problème... Parlez bien dans le micro. Le problème, c'est que ce droit de pétition existe, qu'à partir de 100 000 signatures, il est dit que la commission des affaires, la commission est saisie, la commission des lois, et qu'elle peut décider d'un débat, mais à 500 000 signatures, le débat se fait dans l'hémicycle. Et là, la commission des lois a donc arrêté en 45 minutes de débat une pétition qui était sur une dynamique dont on pouvait raisonnablement penser qu'elle serait très bientôt à 500 000. Alors, la conclusion, d'accord, c'est pas une pétition qui a une force, qui a véritablement une force contraignante, mais en admettant qu'elle a eu 500 000 signatures, la seule obligation était de décider en conférence des présidents si un débat sur le sujet était organisé. Même ça, ça ne passe pas. Donc on voit bien qu'on a une majorité où les élections, quand on est mis en minorité dans des élections législatives, qu'on n'a pas la majorité, on n'en tient pas compte. Les représentants, ce ne sont que des gens qui sont rentrés à l'Assemblée nationale, comme nous l'a dit Gérald Darmanin ce week-end. Les sondages, on n'en tient pas compte. Les syndicats, on leur dit non. Les manifestants, on n'en tient pas compte. Les pétitions, c'est non. À un moment, il va falloir dire clairement si la démocratie, ça les emmerde. Oui, alors, je vais détendre tout le monde ou pas, je ne sais pas. Moi, je pense que les brigades motocyclistes qui ont été créées par l'Allemand, ça a été dit par Michel Soudet, il a raison de le dire, c'est pas de la bonne police pour une seule raison, c'est que c'est de la police pour faire peur. La police, elle n'est pas là pour faire peur, elle est là pour faire le travail. Bon, ça c'est un. Alors, le travail, c'est peut-être de contenir des manifestants très violents. Alors, je me fais l'avocat du diable. Et donc, comme j'ai une pensée dialectique, je pense que qu'il y ait des brigades d'intervention rapides, efficaces pour du saut de dessus, comme on dit dans les manifestations par rapport au Black Bloc, moi je suis d'accord. Voilà. Donc c'est les deux pendants de la réflexion. Ensuite, parce que tout ça est très compliqué, je parle pas de l'Assemblée nationale, ça a été très bien dit par Michel Soudet, c'est dommage que ce soit un peu un débat interdit. On peut pas mettre sur le même plan, quelque part, les exactions, ça a été dit par le ministre de l'Intérieur, et pour le coup, je suis d'accord, les exactions violentes des Black Blocs et l'action légitime, pardon de le dire, de la police nationale. Pour autant, il faut une police nationale républicaine. Et pour autant, il y a des excès dans la manière même dont ont été créées ces unités, y compris le commandant de la Brave M étant l'ancien commandant d'une CSI, c'était de ces brigades assez punchy, si j'ose dire, du 93, sur lequel il y a un procès actuellement. Donc il y a une espèce de, de traçabilité d'une mauvaise police. Mais pour autant, et ça je le dis à Michel Soudet très fortement, et avec force, parce que c'est peut-être ce qui nous distingue, oui, il faut des bacs. Et des formations, et puis de la formation des policiers. Il faut malheureusement, et je constate, peut-être qu'on serait d'accord là-dessus, que les les CRS et surtout les gendarmes mobiles font l'objet de très peu de signalements, un grand professionnalisme dans le maintien de l'ordre. Il en faut du maintien de l'ordre, ou alors je ne comprends plus rien. Et peut-être qu'il faut des unités bien encadrées, peut-être issues des CRS, mais beaucoup plus mobiles. Ça, moi, je ne le conteste pas. La dernière chose, et peut-être que là on se retrouvera, enfin moi c'est ma conviction, c'est qu'il faut arrêter d'avoir une inspection générale qui ne soit pas, qui soit liée à la police elle-même. Enfin, c'est une pitrerie, qui est d'ailleurs une curiosité qui n'existe qu'en France, à peu près. Enfin, je parle sous le contrôle de Michel Soudet. Sur l'IGPN, je suis d'accord sur la nécessité d'avoir une police républicaine
également, mais qu'on ait des gens qui soient véritablement formés au maintien de l'ordre. Et là, ce n'est pas le cas. Et on constate énormément d'abus. Alors après, on peut aussi revenir. Je suis pas tout à fait. On peut aussi revenir sur ce qui se passe. Mais énormément, c'est. Il n'y en a pas tant que ça. Mais si, il y en a énormément. Il y a beaucoup moins d'actes de violence que pendant les Gilets jaunes. Oui. L'emploi du LBD comme maintien de l'ordre. Oui, le LBD. Il n'y en a pas. D'accord. Bon. Mais ne me dites pas que il n'y a pas il n'y a pas. Oui, mais énormément, c'est pas. Énormément, c'est rien. C'est quoi? Nous, par exemple, dans Politis cette semaine, on publie une vingtaine de témoignages de gens qui ont été gardés à vue abusivement. Ça a existé, moi. En 86, j'ai été gardé à vue. Des gardes à vue abusives qui n'aboutissent sur rien. Et Gérald Darmanin, hier, lui-même, dans son audition à l'Assemblée nationale, s'est félicité que ces interpellations, qui sont des gardes à vue, se traduisent par 16% de déferment, c'est-à-dire envoyés à la justice. Or, dans la plupart des cas de police judiciaire, les déferments, normalement, c'est 90%. 16%, ça veut dire qu'on pêche au chalut, qu'on intimide, qu'on demande aux gens en garde à vue de donner leurs empreintes, qu'on les note pour des cas ultérieurs. C'est pas normal quand on a normalement le droit de manifester. Allez, on va marquer une pause, 9h14 sur Sud Radio, et on continue à débattre avec vous. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bon, on va avancer dans nos débats. François Calfon, c'est un coup de cœur. Eh oui, parce qu'il faut. Moi, j'ai beaucoup de coups de gueule. Ok, remettez la bonnette sur le micro. Je vais remettre la bonnette sur le micro. Voilà. Le coup de cœur, c'est Bernard Cazeneuve, puisqu'il donne le visage d'une autre gauche. Et d'ailleurs, il est victime d'un torrent d'insultes de la part de la France insoumise, qui ne se grandit pas. Enfin, on a bien l'habitude, et qui finalement nous rappelle qu'une gauche, à la fois vraiment de gauche, tout comme d'ailleurs la nouvelle députée de l'Ariège qui s'est opposée, quelles que soient les insultes de la France insoumise, qu'il a traité de militante d'extrême droite ou macroniste, enfin, tous les noms y sont passés, qui s'oppose à la réforme des retraites, elle l'a dit d'emblée en arrivant au Parlement. Eh bien, ce visage d'une autre gauche, pour moi, est une bonne nouvelle, enfin moi je le porte personnellement. Pour quelle raison? C'est en lien avec notre fil rouge de l'émission, parce qu'on voit bien qu'il y a un plafond de verre de la France insoumise qui est terrible. C'est-à-dire que non contents de vociférer, ils sont l'autoroute pour le Front National, dont on voit que Marine Le Pen maintenant bat à 55%. Donc cette autre gauche, elle est importante, même si elle était écrasée par une sorte de magistère intellectuel, parce que je n'utiliserai pas d'autres mots, parce que si on reste sur cette NUPES terrorisante, je le dis, alors c'est l'autoroute pour Le Pen. D'ailleurs, je me demande même parfois si ça leur convient pas. Mais Bernard Cazeneuve, effectivement, qui commence, mais il est bien seul quand même, Bernard Cazeneuve. Alors, il n'est pas tout à fait seul, parce que je constate qu'il y a les sondages, etc. J'en reviens sur la législative partielle de l'Ariège. Il y avait une députée sortante, Madame Taurine, anti-vax, qui est arrivée en tête du premier tour, ce qui montrait bien le choix des électeurs de gauche. Largement battue, parce que en premier tour, elle était en tête. Et ça montre le choix des électeurs de gauche. Vous êtes une sorte de porte-parole de la France insoumise quand on est battu. Non, je peux aussi être le porte-parole du Parti socialiste, canal officiel. Canal soumis. Eh bien, je constate simplement que quand on demande aux électeurs de l'Ariège de se prononcer entre ces deux gauches, Madame Taurine est battue à plate couture. Avec des électeurs de droite et d'extrême droite qui viennent en renfort. Mais non, mais c'est la vérité. Il suffit de regarder les scores. D'ailleurs, le communiqué du Parti Socialiste le dit très bien. Mais il a été dicté par la France Insoumise. Madame Frogier, je le dis très clairement, puisque vous êtes dans une vérité parallèle, bien que journaliste. Ah non. Vous êtes dans une vérité parallèle. Bon. Elle a été le rempart à la qualification du Rassemblement national au second tour. Comment vous pouvez dire qu'elle est l'alliée du Front National? C'est là encore, dans cette gauche-là, dont vous êtes le représentant Michel Soudet, quand on n'est pas d'accord avec vous, on est les suppôts du Front National. Mais vous êtes l'autoroute pour le Front National. C'est ça la réalité, malheureusement. Non, monsieur, il y a une chose que je ne peux pas vous laisser dire, c'est que Bernard Cazeneuve serait un rempart contre le Front National. Bernard Cazeneuve, c'était un ministre de François Hollande qui a assumé toutes les pires lois du quinquennat François Hollande. Entre 2012 et 2017, Marine Le Pen est passée de 17 à 22. Bon, on va pas... Voilà.
Et ça, c'est le bilan de la gauche que vous défendez. Ouais, donc, vous voulez voter il les faudrait motions de arrêter. censure avec le Front National. Stop. Donc, pardon. Ça n'a rien à voir. Vous acceptez les lois du Front National contre la gauche pour Christine arbitrer. Bouillot. Sur l'Ariège, parce qu'il y a aussi une particularité locale, il faut attention, il faut pas... Martine Frogier, elle était déjà en lice au mois de juin 2022, donc elle était déjà en lice. C'est elle qui glane et qui récupère le plus de voix, même si Bénédicte Taurine est arrivée en tête. C'est elle qui augmente le plus son score. Ce qu'il faut souligner, c'est que Bénédicte Taurine a perdu le plus de voix de son côté. Oui. Ce qui progresse, c'est effectivement, on va dire, le PS, canal non historique, comme vous l'appelez, mais c'est le PS local, parce que la particularité, c'est que Madame Frogier était soutenue par le PS ariégeois et le PS et Carole Delga. Donc c'est effectivement, c'est quand même pas une voix de gauche qui compte pas aujourd'hui dans le paysage socialiste, et le numéro 1 bis du PS. Donc c'est quand même assez compliqué pour les électeurs. Ça, c'est la première des choses. Et Bénédicte Taurine, c'est elle qui a perdu le plus de voix. Alors, qui peut être lu par le sondage aujourd'hui, c'est effectivement les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ne se sont pas mobilisés pour elle. Elle a quand même fait un score énorme en 2022. Elle avait été élue largement lors de la mandature précédente. Aujourd'hui, ces électeurs ne sont pas... Elle a même été battue dans sa ville, sèchement. Allez, on continue. Pascal Bataille, c'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule parce qu'il y a 43 milliardaires français cette année et là-dedans, il n'y a que 7 femmes, si je ne m'abuse. Donc moi, je suis pour l'égalité des milliardaires entre les femmes et les hommes. Non, ça, c'était ma petite plaisanterie du moment. Parce que dans les 2 personnes les plus riches du monde, il y a 2 Français. Il y a un homme et une femme. Mais après, les femmes sont quand même minoritaires. Mais non, ça, c'était le joke. 43 milliardaires cette année. Leur fortune a augmenté de 20% cette année par rapport à l'an dernier. Et on nous dit, dans Forbes notamment, Forbes France, qui appartient à qui, je vous pose la question, que c'est la... Moi, je ne le sais pas du coup. Ça appartient à une famille qui doit faire partie aussi des 500 plus grandes fortunes françaises. Je vous rappelle que parmi les 43 milliardaires, une bonne partie d'entre eux sont propriétaires de médias, au moins d'un média, sinon plusieurs. Rodolphe Sadet vient de prendre le contrôle de la Provence, etc. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on nous dit que c'est le signe de la vigueur de l'économie française cette année. Mais de qui se moque-t-on? Est-ce que et les médias reprennent ça à l'envi? Est-ce que quelquefois on se pose un petit peu la question de ce qu'on dit et des répercussions que ça a à l'heure où on nous demande de travailler jusqu'à 64 ans pour financer un système de retraite qui serait soi-disant déficitaire d'une trentaine de milliards d'ici 30 ans. Donc on nage en plein surréalisme. 43 milliardaires, leur fortune qui augmente, très bien pour eux. Moi, je leur souhaite que du bonheur. Si on les taxait juste un petit peu plus, peut-être qu'on aurait un peu moins de mal aujourd'hui à avoir une société un tout petit peu plus égalitaire, pardon du gros mot. Mais s'ils faisaient un peu moins d'évasion fiscale aussi aidé par les banques dont j'ai dit la semaine dernière. Dans le cas de Saadé, c'est très particulier. Il a eu des très grande réussite. Il est armateur et la loi permet aux armateurs d'avoir une et puis surtout d'avoir une réduction d'impôt. C'est une loi, une mesure internationale, donc il ne paye que 2%. Mais c'est pas le seul. Globalement, ces milliardaires sont taxés en moyenne à 3%. Moi, je suis globalement même très d'accord avec ce qui a été dit, mais c'est assez. Les 2 plus grosses fortunes mondiales sont 2 fortunes françaises. Cocorico. Je sais pas si c'est Cocorico. Et justement, dans les 2, c'est 2 cas d'espèce intéressants. D'un côté, il y a Bernard Arnault qui a fait croître sa formule par son travail. Alors, on peut considérer qu'il n'est pas assez fiscalisé. Moi, je le considère. Mais on ne peut pas nier le succès de la stratégie entrepreneuriale de Bernard Arnault. Il y a ceux qui sont contre le capitalisme. Je les comprends. Mais on ne peut pas le nier. La deuxième fortune, c'est juste une héritière. C'est Madame Françoise Meyers-Bettencourt qui est l'héritière. D'une héritière. Enfin, l'héritière en question, faut pas. C'était l'épouse du fondateur. Il y a une stratégie d'entreprise. L'héritière. Mais de toute façon, ça va dans le même sens. Mais c'est des stratégies entrepreneuriales qui fonctionnent. Par exemple, aux États-Unis, grand pays capitaliste devant l'éternel, on taxe beaucoup plus violemment l'héritage, parce qu'on considère, on a un libéralisme jusqu'au bout d'une certaine manière, on considère que on se fait soi-même, le self-made man. Et ce qui est choquant dans ces 2 plus grandes richesses, il y a une richesse qui est, comme disait François Mitterrand,
où on s'enrichit totalement en dormant. Cette dame a sans doute des qualités que je ne mésestime pas, mais ça n'a rien d'une entrepreneur. Et Dieu sait si l'héritage est taxé en France quand il s'agit de petits héritages. Il y a 80% des Français ne payent pas de frais de succession, n'ont pas de frais de succession. Oui, parce que malheureusement, au-delà de 150 000 euros par ayant droit, là, voilà, c'est ça. C'est pas beaucoup. Juste deux choses. Marlène Schiappa, donc Playboy, sort aujourd'hui. On a beaucoup parlé des photos. Moi, j'ai lu l'interview qui est d'une indigence absolue. On a beaucoup parlé des photos, mais le propos de cette femme qui doit défendre la cause des femmes, elle enfonce des portes ouvertes. Et quand on a défendu Nicolas Hulot, je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire quand on a dit que c'était un homme charmant, et quand on voit ce qui s'est passé par la suite et dont les gens étaient au courant. Voilà, donc les photos, oui, elles sont moches, elles sont cheap, elles sont bas de gamme, et l'interview n'a aucun intérêt. Christine, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, non, je rejoins. J'ai pas eu le sentiment que la cause des femmes allait faire un pas supplémentaire avec cette interview-là. Ce qui est bien dommage d'ailleurs, parce que ça aurait pu effectivement être quelque chose qui apporte de l'épaisseur au sujet, qui est prégnant quand même malgré tout sur les violences faites aux femmes. Voilà. Oui. Et puis Isabelle Rome qui l'a flinguée directement. Isabelle Rome qui elle est la secrétaire d'État. Vous le saviez pas, vous me regardez. Il y a des noms qu'on... Voilà. Isabelle Rome qui a effectivement dit que ça n'avait pas sa place, une interview dans Playboy. On peut faire une interview. Pourquoi faire des photos si ce n'est pour se faire plaisir et dire regardez comme je suis belle. Ouais, mais ça sert pas la. Alors, quand même, ce qui est intéressant, quand même, dans la stratégie dite de communication du gouvernement, c'est Pif le chien plus Playboy. Oui. Alors, en soi, c'est le buzz, donc c'est vraiment la vacuité la plus totale. Mais on est dans un moment d'histoire sociale absolument phénoménal. Et même pour dire qu'on n'est pas d'accord, le pouvoir exécutif pourrait prendre au sérieux cette histoire sociale. Ouais. Je sais pas, avoir la grande interview au Monde de cette femme qui veut défendre, dit-elle, la cause des femmes, sur la condition des femmes au travail, sur l'égalité salariale. Bref, prendre au sérieux le débat public plutôt que de le bas-de-gamiser en permanence. Ce qui montre finalement que quand on n'a rien à dire, on parle pour ne rien dire plutôt que de prendre au sérieux les Français qui, dans leur grande majorité, sont opposés à cette réforme des retraites et ont développé, moi je trouve, énormément d'arguments. Ça fait depuis 25 ans que moi je m'intéresse aux questions du travail et on n'a jamais autant parlé du travail. Absolument. Isabelle Rome a dit « Je m'interroge pourquoi avoir choisi Playboy pour faire avancer le droit des femmes alors que le magazine est un condensé de tous les stéréotypes sexistes. » Une auditrice me dit « Vous exagérez, les photos sont sympas. » Non, elles sont pas sympas, c'est bas de gamme, c'est moche, c'est on dirait, il y a quelqu'un d'ailleurs qui a tweeté, on dirait des papiers de bonbons. C'est pas chic, quoi. C'est pas chic. C'est pas. Non, mais au-delà de ça, au-delà de ça, c'est comme vous disiez, c'est qu'elle peut choisir Playboy, elle peut faire ses photos, si elle regarde, elle les a validées. Enfin voilà, ça c'est à la limite, c'est une question de goût. Mais c'est dommage de pas avoir accentué certains points aujourd'hui qui sont prégnants. Bien sûr. Je vous annonce que l'ouverture du Festival de Cannes va faire beaucoup causer, mais pour l'instant, ça vient de. L'interview non, l'ouverture du prochain Festival de Cannes avec le premier film de Maïwenn, il y a un certain Johnny Depp qui va faire la montée des marches. Donc on va voir aussi tous ces sujets qui vont revenir sur le devant de la scène, et c'est la cause des femmes. Après, ce qu'elle dit dans l'interview n'est pas, on va dire, majeur, et on c'est ça qui est dommage. Pas bouleversé. Je suis pas tout à fait d'accord avec François par rapport à, je sais pas, attendez, on est obligé de faire une pause 9h30, mais vous le direz juste après. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bon, quelques mots encore sur Marlène Schiappa et Eric Revel qui nous écoute et qui est très attentif, dit effectivement Isabelle Rome, donc cette ministre chargée de l'égalité femmes-hommes, a comparé l'idée de défendre les droits des femmes dans Playboy à celle de lutter contre l'antisémitisme en accordant un entretien à Rivarol. Vous vouliez, Pascal Bataille, ajouter quelque chose? Non, mais très rapidement, parce qu'en fait tout ça c'est de la stratégie de détournement qui évite de parler des vrais sujets et on tombe dans le piège. Mais je suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est que je pense que parler de la lutte contre les violences conjugales ou faites aux femmes, etc., ou de l'égalité homme-femme dans un support qui ne parle qu'à des gens déjà acquis à cette cause, c'est pas forcément hyper utile. Aller dans Playboy, qui est un journal plutôt effectivement phallocrate et destiné à des types qui ont une vision de la femme. Il y a des gens qui lisent les textes dans Playboy, non? Je crois que c'était
acheté pour les images. C'est toujours ce qui a été dit. Il y a quand même une tradition dans cette presse-là de grandes pseudo-grandes interviews, mais au moins dans ce cas, si elle le fait, que son interview, que ce qu'elle dise ait du sens et du poids. Bien sûr. Et voilà. Et là, on est dans le vide absolu. Là, on est dans le vide, dans l'échange. Enfin bref, bon, c'est. Ça sent le coup d'après, hein, ça sent la sortie. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Un mot, c'est à lire également dans Opinion internationale de notre camarade Michel Taube. Il produit un document qui a été envoyé dans un collège. Madame, monsieur, votre enfant est scolarisé au collège en demi-pensionnaire. Cette année, la période du jeûne du Ramadan est prévue du 22 mars au 21 avril. Les familles des élèves qui souhaitent gêner peuvent prétendre à une réduction des frais de demi-pension, etc., etc. J'ai été assez sidérée que des élèves de 6e reçoivent de la part de l'éducation nationale, ou en tout cas d'un principal de collège, ce type de courrier. Est-ce que vous êtes choqué ou pas? Il y a deux choses. Quelle que soit la mention du Ramadan est choquante. Maintenant, s'il y a des gosses qui viennent à la cantine pendant un mois, donc, et qui mangent pas et qui payent pas, ça me choque pas. Et la deuxième chose qui me paraît choquante, peut-être, mais j'ai pas le détail là pour le coup, c'est est-ce qu'on a écrit ce courrier de manière sélective en fonction du patronyme de l'enfant, ce qui serait scandaleux parce que on sait très bien qu'en France il n'existe pas de fichier ethnique. C'est ça. Maintenant, le fait même que des gens ne mangent pas pour raison X ou Y et donc ne payent pas dans la période où ils ne mangent pas, si c'est le cas, parce que les gosses ne mangeraient pas. Ça me choque pas. On ne paye pas pour ce qu'on n'a pas consommé. Moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'on fasse faire le Ramadan à des enfants de 6e. C'est aussi la question, c'est un encouragement. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'islam, mais il me semble quand même que c'est normalement réservé aux personnes majeures, ou en tout cas à partir d'un certain âge. On ne fait pas jeûner des enfants de 10 ans ou 11 ans, c'est pas possible ça. Oui, Christine. Oui, alors effectivement, je pense que c'est parce que aussi sans doute ces enfants ne vont pas à la cantine, donc je pense que c'est ça. C'est la notion de l'appartenance religieuse dans le courrier qui peut effectivement étonner, si c'est le cas. Mais c'est en règle générale un fait. Enfin, à chaque fois dans les établissements scolaires, il y a effectivement une adaptation à cette période-là parce que c'est un fait. Il y a des enfants des élèves, je vais dire des enfants, des élèves au lycée qui observent cette période d'abstinence. Mais juste petite parenthèse parce que ça aussi c'est assez intéressant. Ce matin, nos confrères de la Dépêche du Midi nous explique par exemple qu'à la mairie de Toulouse, il y a un arrangement aussi qui est proposé pour les salariés qui sont de confession catholique et qui ont donc des journées de congés supplémentaires en période de fête religieuse. Donc on voit effectivement que dans la sphère publique, toutes ces questions-là ont encore du mal à être en tous les cas appréhendées. Voilà. Je reviens aussi sur l'histoire du Ramadan parce qu'on parlait du sport au début. J'ai été très intéressée de voir le débat autour des footballeurs, qui était quand même symptomatique. Et il y a une règle qui est posée, mais qui met en difficulté les fonctionnements. Alors je ne parle pas du sport professionnel, je parle des associations sur le terrain, sur le local, la difficulté pour tout le monde d'appréhender ces questions-là. Enfin, le respect de la laïcité voudrait qu'on ne se préoccupe pas de cela. Michel Soudet. Non, faut pas avoir cette lecture aussi rigoriste. Je pense que les fêtes religieuses, il y a des pratiques dans notre pays qui sont reconnues. On a des jours fériés pour des fêtes catholiques. On ne les a pas fait sauter. On est un pays judéo-chrétien. Enfin, je veux dire, il y a des fêtes religieuses qui existent depuis. Dans ce cas-là, mais ça vous choque pas qu'on... La laïcité, elle s'est faite aussi et grandement contre le catholicisme. Quand même, la loi de 1905, c'était quand même dirigé contre cet héritage qui était un peu trop prégnant. Donc, mais je pense pas qu'on... que les enfants qui ne mangent pas se voient défalquer les frais de cantine parce qu'ils ne mangent pas. Moi, je trouve ça tout à fait normal. C'est une possibilité ouverte. On a tendance à dire que c'est une espèce de montée inexorable du fait religieux sur certaines religions, parce que c'est un peu le propos. C'est toujours fait. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Les adaptations du travail liées à certaines pratiques religieuses, ça a toujours existé. C'est-à-dire que dans les usines Renault à Buyancourt, il y avait des arrangements sociaux.
vis-à-vis des travailleurs immigrés, comme on disait à l'époque, beaucoup algériens, parce qu'on avait constaté, et ça c'est un fait, pragmatique, une augmentation incroyable des accidents du travail pendant la période du Ramadan. Les types dormaient pas la nuit, ils rompaient le jeûne, et ils buvaient pas, ils mangeaient pas, ils s'alimentaient pas. Il y a une augmentation d'accidentologie. Donc, sauf à interdire la pratique du Ramadan, enfin que personne, j'imagine, n'envisage. Et il y a des adaptations qui sont possibles quand vous avez des faits de population importants. Alors, toute la mesure... Mais est-ce que l'éducation nationale n'encourage pas... est-ce que l'éducation nationale, enfin, ou en tout cas ce collège-là, n'incite pas à le faire? La question, c'est quel est le statut de ce courrier? Ça aurait pu... Et ça manque de subtilité. C'est-à-dire, c'est pas votre enfant fait le Ramadan, donc on vous défalque les frais de cantine comme si c'était un droit. Ça aurait dû être... Dans cette période, nous constatons une baisse de la participation à la cantine. Pour ceux qui ne participent pas, nous allons défalquer les frais. Et tout le monde aurait compris, ça manque de subtilité. On comprend effectivement que les chefs d'établissement doivent s'organiser aussi quand il y a plus de centaines d'élèves. Dans les cantines scolaires, il y a des histoires qui n'ont rien à voir avec le fait religieux. Et il y a des enfants qui ont des intolérances alimentaires. Et donc, quand il y a intolérance alimentaire, il n'y a pas de repas de substitution. Moi, j'ai connu ça comme élu. Et on leur demande l'intégralité des frais de cantine. Donc, l'incompatibilité pour différentes raisons avec la cantine scolaire et le fait qu'il y ait une forme de péréquation, ça doit être prévu partout. Et en moyenne, dans les cantines scolaires, c'est plutôt prévu nulle part, quoi. Alors, parlons de cette rencontre qui n'a débouché sur rien hier entre le gouvernement et les syndicats. Tension également entre Laurent Berger et le président de la République et l'entourage du président de la République qui dit les gens ont voté pour nous pour qu'on fasse cette réforme. Maintenant, en gros, c'est circulé. Il n'y a rien à voir. C'est vrai que, Christine, sur l'analyse politique que vous faites de ce qui s'est passé hier et des différentes, on a vu Laurent Berger s'exprimer et dire on ne peut pas parler de crise démocratique, les mots ont un sens. Qu'est-ce que vous y voyez, vous, dans cette situation ? J'ai l'impression que c'était le sentiment qu'on en a quand on discute avec les gens sur le terrain qui regardent ça, qui vont se mobiliser aujourd'hui, qui sont à écouter les leaders, parce qu'il y a eu la réponse aussi d'Emmanuel Macron depuis la Chine à Laurent Berger quand même, qui donne rendez-vous la semaine prochaine aux syndicats. Il faut attendre d'être à Pékin pour pouvoir répondre aux syndicats. C'est fou. Ça en dit long quand même sur. Alors je veux bien qu'il n'y ait pas une crise démocratique comme le répètent les membres du gouvernement, mais il y a une stature, enfin en tous les cas il y a une situation de blocage absolument total et que tout le monde attend ce qui va se passer le 14 avril pour sortir de cette situation où personne n'a le début du commencement de la réponse pour essayer de décoincer, mais que on n'arrive plus à se parler à ce niveau-là de responsabilité, les fractures vont être longues et profonde, parce que le gouvernement devait penser que la cohésion des syndicats allait se fracturer, ce n'est pas le cas, que l'adhésion au mouvement syndical et au mouvement social allait s'opérer, ce n'est pas le cas, même s'il y a moins de monde dans les rues. Mais on va dire que la mobilisation reste quand même importante. Et les sondages montrent qu'il y a toujours un soutien assez le massif gouvernement du mouvement et un rejet de cette loi. Et le gouvernement ne peut pas faire marche arrière parce que sinon c'est l'implosion totale. Donc celui qui a la solution aujourd'hui est bien malin. En tous les cas, il serait heureux de se présenter. Et du côté sur le terrain, tout le monde attend, je pense, comme à peu près tous les acteurs de cette séquence politique, attend la décision du Conseil constitutionnel. Et vraiment, je sais pas trop quelle séquence ça va ouvrir derrière en fonction de la réponse du Conseil. Parce que comme il ne juge pas le fond mais la forme, il y aura diverses interprétations, mais ce n'est pas gagné que ça fasse redescendre la pression, ça c'est certain. Oui. Michel Soudet. Celui qui a la clé, c'est quand même le président de la République. C'est Emmanuel Macron qui s'entête, qui multiplie les petites phrases provocantes et s'exprimer depuis Pékin. Bon, on a l'habitude. Il parle régulièrement depuis l'étranger à un peuple immature, des Gaulois réfractaires. On a tout entendu. Il y a une forme de mépris et d'un personnage tout envahi de sa surpuissance supposée. En fait, il devrait revenir à un peu plus de modestie, parce que quand j'entends il va rencontrer son homologue Xi Jinping,
Je souris quelque part entre le poids de notre pays et de celui de la Chine. D'ailleurs, c'est bien la raison pour laquelle il a emmené Van der Leyen avec lui. Oui, bien sûr. Enfin, la meilleure réponse à Emmanuel Macron quand il dit qu'il n'y a pas de crise démocratique, c'est le sondage qui paraît aujourd'hui, qui dit que Marine Le Pen serait élue largement, très largement, 55%. Élection encore une fois, Frédéric Dabi explique à chaque fois, il prend tout, même s'il est sondeur, toutes les réserves qu'il faut prendre, c'est l'instant T, c'est une consultation là. Mais ça veut dire quelque chose. Il y a une progression très claire. Aujourd'hui, et dans toutes les catégories et chez les actifs. Sur la fracture entre le gouvernement et la nation. Si je devais caractériser cette crise démocratique au-delà de la personne d'Emmanuel Macron, tout a été dit et je partage à 100% ce qui vient d'être dit par mes co-débatteurs. Quand même, quand un ministre de l'Intérieur commence à regarder les subventions à la Ligue des droits de l'homme, en disant qu'on pourrait couper les subventions à la Ligue des droits de l'homme, qui est quand même une sorte de... Oui, enfin, ça a un peu changé, la Ligue des droits de l'homme. Soutenir Tariq Ramadan, il y a eu un certain nombre de choses. Il n'empêche qu'il y a peu de pays dans l'Union européenne qui s'attaquent aux associations, quel que soit ce qu'elles disent, parce qu'elles disent des bêtises. Est-ce que je suis d'accord avec tout sur la Ligue des droits de l'homme? Certainement pas. Et quand on commence à cibler la liberté associative de gens qui sont finalement des ONG au sens large, même si on peut contester, est-ce que j'aurais été moi-même observateur de la Ligue des droits de l'homme à Sainte-Soline? Peut-être pas. De la même façon, je vais vous dire que je ne soutiens pas toutes les actions de communication du planning familial. Je pense qu'ils sont quand même dans une certaine dérive, mais jamais je n'irai attaquer le planning familial. Et donc c'est quand même un marqueur dans une société quand vous commencez à vous attaquer à des tiers de cette nature-là. On marque une pause et je vous donne la parole, Michel Soudet, tout de suite après. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h, Michel Soudet. Alors, on parlait des relations syndicats, du président de la République qui réagit depuis la Chine et puis donc de ces sondages. Juste sur cette sortie d'Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, qui veut sur la Ligue des droits de l'homme, remettre en question, en tous les cas, regarder les subventions versées à la Ligue des droits de l'homme. Alors, en 2021, soyons précis, la Ligue des droits de l'homme a reçu des ministères 286 300 € si on arrondit. La même année, et c'est un scandale que l'interview de Marianne Schiappa à Playboy cache, la même année, une association créée pour la circonstance, un collectif laïque, avec 2 personnes à la tête, dont Mohamed Sifawi, un personnage assez sulfureux, qui s'est longtemps fait passer pour journaliste, a reçu 350 000 € pour avoir un bureau avenue Montaigne et payer grassement 2 salaires, alors que le fonds Marianne, créé après l'assassinat de Samuel Paty, ne devait pas permettre ce genre de choses. Alors, il a dit qu'il attaquerait tous ceux qui le diffameraient, etc. Oui, mais il le dit c'est toujours en instruction. Je voudrais qu'on revienne quand même, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, François Calfon, sur le sondage, les sondages qui donnent Marine Le Pen battant quasiment tout le monde. Nous, le sondage IFOP, ça concerne le premier tour. Frédéric Dabi disait que ça n'avait pas tellement de sens de tester un Macron-Le Pen. Mais les évolutions sont quand même présentes. Moi, la question que je pose en tant qu'homme de gauche, on continue un peu le débat, et de manière apaisée, j'espère, c'est qu'on n'a jamais eu une crise sociale où le fond de l'air est aussi à gauche, sur le fond des thématiques. On parle du travail, on parle de la protection des salariés, et tout ça est soutenu par 90% des salariés. Ce sont des thématiques en blind test, comme on dit, qui sont des thématiques de gauche. Comment ça se fait que la gauche n'en profite pas? C'est-à-dire qu'il y a un plafond de verre. Et la droite non plus, je vous signale. D'accord, il me semblait que la droite est au pouvoir. Donc que la crise du pouvoir, puisqu'il n'y a plus de droite LR, la droite elle est Macron maintenant. Donc pourquoi je pose cette question? Parce que je suis un homme de gauche, mais parce que ça pourrait être l'alternative à cette autoroute. Pour Madame Le Pen qui capitalise en se taisant. Et bien moi, vous pensez vraiment que la gauche peut récolter des voix quand on voit que c'est à Marine Le Pen que ça profite? Quel est le discours audible aujourd'hui? Marine Le Pen est cachée, totalement cachée. Elle n'a pas participé, ses troupes n'ont pas participé au vrai débat sur les retraites, et c'est eux qui raflent la mise. C'est-à-dire que vous avez un absent très présent qui prend tout. Donc je me dis que d'un côté l'intersyndicale montre
la tolérance, le respect des partenaires au sein de la CFTC. C'est quand même assez merveilleux de voir la CFTC en porte-parole avec tous les syndicats en randonnée, quel que soit révolutionnaire, sociodémocrate. Et de l'autre côté, il y a une espèce de gauche comme ça qui ne s'est caractérisée que par l'outrance et qui ne capitalise pas. Or, c'est grave, non pas pour la gauche, il y a un petit match entre nous. C'est grave parce que ça profite à Le Pen. Oui, mais pourquoi Marine Le Pen est en train aussi de monter au-delà du fait que son silence est extrêmement payant par rapport à certains qui parlent trop et mal. Voilà, c'était ça mon sujet. C'est aussi qu'elle a, depuis un certain nombre d'années, pris une dimension sociale et raflé les suffrages de gens qui sont vraiment dans le besoin et qui ont le sentiment que c'est elle qui aujourd'hui s'occupe d'eux, c'est elle qui aujourd'hui a les réponses pour eux et pas c'est bien dramatique. Et c'est bien dramatique peut-être, mais c'est parce que la gauche n'a pas su effectivement... le magistère du mélenchonisme sur la gauche tue la gauche. Voilà, parlons simplement. On est d'accord là-dessus. Mais François pourrait concilier tout le monde. Si François Hollande et ses prédécesseurs n'avaient pas ruiné le Parti socialiste, Mélenchon n'aurait pas pu faire cette OPA sur la gauche. Bon. Alors, est-ce que Christine peut dire un mot quand même? Juste, je vais dire un mot par rapport à ça, c'est que tout le monde court après les thèses du RN depuis longtemps, à gauche comme à droite, et on voit aujourd'hui où ça mène. Voilà. Moi, je pense que moi, j'ai pas l'impression qu'à gauche, ça court après le RN. C'est-à-dire sauf une gauche de droite, dont je voudrais pas donner de nom pour pas déplaire. On a compris. Mais aujourd'hui, qui court après le RN, même la droite, même les LR sont à côté de leur pompe. Ils sont plus près des macronistes que de Marine Le Pen. Il y a quand même que les électeurs préfèrent l'original. Peut-être que les gens préfèrent l'original à la copie, ça on l'a toujours dit. Mais bon, ce sondage aujourd'hui, il a le mérite d'exister, mais il est un peu tôt. Il est dans une séquence aussi politique extrêmement clivante. Peut-être que ça fausse aussi la lecture et la réponse des personnes qui sont sondées. Donc il faut aussi raison garder, enfin en tous les cas de ce côté-là. Mais c'est certain que l'ensemble des partis dits classiques aujourd'hui sont dans une situation particulièrement complexe. Moi, ce que je note quand même, c'est que le côté moins on parle, mieux on se porte quelque part. Hein. C'est un peu ça qui ressort. Mais c'est surtout que les électeurs peut-être aussi sont fatigués de l'outrance de tous les côtés. Et que à un moment donné, parce que là on voit aussi le score on va dire du parti présidentiel, puisqu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter, on voit que ça aussi c'est la sanction, c'est autour de la réforme des retraites, mais pas que. Donc quand on se balade et quand on discute avec les gens, je pense qu'il y a une forme de fatigue qui fait que les gens ne supportent plus d'entendre tout est exagéré, tout parle dans des espèces entre les vociférations des hystériques de la NUPES à l'Assemblée et les bras d'honneur des membres du gouvernement, pardon, mais Marine Le Pen, elle offre une image de respectabilité, de sérieux, de professionnalisme qui est... que je regrette, faut voir dans le... mais qui est évidemment... Mais qui est une réalité, tout à fait, Pascal. Michel. Bon, sur la dimension sociale de Marine Le Pen, elle est surfaite, 2, c'est une illusion totale, savamment entretenue, et sur laquelle il y aurait besoin... notamment, on laisse dire, on laisse faire, et on ne va pas démonter véritablement quel est son programme social. Je pense qu'il y a une absence de travail journalistique sur la question qui est préjudiciable depuis des années et des années. C'est un refrain, on l'entend tout le temps. Maintenant, ce sondage, il est largement illusoire, et en tous les cas, il n'a pas beaucoup de sens à 4 ans d'une élection. Il donne quand même des enseignements, comme d'autres sondages, c'est la chute, évidemment, d'Emmanuel Macron et de la Macronie de son parti présidentiel. Quant à Marine Le Pen, à ce niveau-là, à 30%, elle a déjà eu des sondages à 30%. Dans le passé, elle a déjà eu des sondages à 30% dans le passé. On a vu comment ça redescendait après dans des élections. Donc c'est un fake. Tout est faux. Bon, ça suffit. Non, mais c'est un débat, c'est pas un monologue. Je sais que François Calfon a été chargé des sondages, d'étudier les sondages au Parti socialiste. Donc on peut pas dire qu'il n'y a pas de variable. Il n'a pas vu à quel point vous dégringoliez dans l'opinion. Socialiste et monotache. Mais non, la question de ce sondage, c'est de savoir quelles sont les grandes tendances. Les grandes tendances. Alors, attends, je vais juste parce que quand on t'écoute, on a l'impression qu'il se passe rien. Mais il y a un troisième enseignement dans ce sondage. Je peux aller sur l'autre. Laisse-moi juste donner les grandes tendances de manière objectivée. La grande tendance, c'est un affaissement
de quasiment 8 points de la Macronie. Ça, c'est une grande tendance. La deuxième grande tendance, c'est pas une stabilité du Rassemblement national, parce qu'il n'y a pas qu'un sondage. De stabilité. Non, mais attends, je dis qu'on nous a déjà montré des sondages à 30%. Je parle des premiers tours. Et je parle des premiers tours. En moyenne, il y a une progression de 6 points, ce qui est quand même tout à fait considérable. Et la troisième grande tendance, c'est une stabilité, voire une régression c'est même une régression de 3-4 points de la gauche sous-dominant, puisque il est en tête, Mélenchon, qui ne se qualifie plus au second tour. Enfin, qui ne s'y qualifie pas. Donc, on a ça, par contre, c'est à peu près établi. Alors, voilà. C'est fini, Michel. Non, mais c'est pas. Je peux pas laisser dire. Sur la gauche, le sondage donne les mêmes candidats que la dernière fois. Et ce que ça montre une fois de plus, c'est qu'il faut que la gauche se présente unie. Ce que vous ne voulez pas. Dans votre courant du Parti socialiste. C'est vos outrances qui vous condamnent. Mais non, c'est pas ça. Et de toute façon, quoi que vous en pensiez, Mélenchon reste largement en tête de la gauche. Donc les électeurs choisissent. Autoroute pour Le Pen. Pas dans les sondages qui sont sortis là. Il est à 17. Il est à 17. Là où Marine Le Pen est à 31. Les autres à gauche. Et les autres à gauche sont beaucoup plus bas, effectivement. Sous les 5. Il n'y a pas de candidat. Anne Hidalgo, non, c'est pas ça. L'offre. Allez, merci à tous les quatre. Dans un monde où la seule qui est audible, c'est celle qui ne dit rien, je pense qu'il y a quelque chose à s'interroger sur la qualité du discours. Allez, l'émission Média dans un instant, à tout de suite.